Mes amis, bien le bonsoir. Des fois, à l'occasion d'accidents aériens, parfois gravissimes, l'industrie dit « Nous sommes sortis grandis, nous avons appris une leçon, nous allons faire les choses différemment. » Mais quand on regarde, très souvent, cette leçon semble avoir été trop cher payée, dans le sens où, sans avoir à laisser des gens sur le carreau, il était assez évident, avec un petit peu d'imagination, puis en pensant un peu à la loi de Murphy, il était assez évident que les choses, telles qu'elles étaient faites, allaient tôt ou tard finir avec des veuves et des orphelins. À l'aéroport de McCarran à Las Vegas, il y avait 4 compagnies d'hélicoptères. L'une d'elles, qui nous intéresse aujourd'hui, Sundance Aviation. Sundance avait 22 hélicos, 50 pilotes, et elle faisait du travail aérien, des vols un peu à la demande pour des touristes. Un touriste va aller visiter le canyon, un autre touriste va aller faire un tour sur le barrage qui alimente la ville de Vegas, et ainsi de suite. C'était à peu près, sur les bonnes saisons, c'était pratiquement 1500 personnes qui étaient transportées en une journée. Le 5 décembre 2011, il y a un des hélicoptères, un Eurocopter Écureuil, qui est transporté dans un hangar, et il va être littéralement désossé. Il y a 4 mécaniciens qui sont dessus, enfin une équipe de 4 auxquels on va assigner ce travail. Ils vont enlever le rotor principal, la petite hélice anti-couple, et ils vont même poser le moteur qu'ils vont remplacer. Il y a 3 mécaniciens qui font effectivement le travail, et il y a un 4e qui doit signer, qui doit quelque part valider que les choses se sont faites selon les règles de l'art. Bien sûr, les mécaniciens eux-mêmes ne sauraient valider leur propre travail. Donc il faut une 4e personne dans ce cas-là qui fait ceci. L'hélicoptère, ce modèle en particulier, il a un rotor qui tourne au-dessus donc de la cabine. Ce rotor peut s'incliner vers l'avant, ce qui permet à l'hélicoptère de prendre de la vitesse. Il peut aller à gauche ou à droite, et ceci sous les impulsions d'un pilote qui contrôle les mouvements de ce rotor avec le manche. Les commandes du pilote sont transmises au rotor par le biais de servocommandes, comprenez des vérins hydrauliques. Les vérins hydrauliques ne sont pas solidaires au rotor, ils ne tournent pas avec lui. Ils sont fixes, mais par le biais d'un système ingénieux de plateaux tournants, ils permettent d'incliner le plateau, et ce plateau-là va transmettre par le biais d'un autre set de biellettes, d'un autre jeu de biellettes, ces commandes au rotor lui-même. Le système fonctionne très bien quand il est correctement maintenu. Sur l'écureuil, il y a 3 biellettes avec 3 servocommandes. 2 se chargent de l'incliner respectivement à gauche ou à droite. Une 3e se charge de le faire pencher vers l'avant ou de le faire pencher vers l'arrière. Elle est seule, cette servocommande. Il n'y a pas une 2e avec. Donc, quand la FAA a dû approuver ou certifier l'écureuil, cette pièce-là a été considérée comme absolument critique. Ça veut dire que la perte de cette pièce serait absolument catastrophique. Ce terme est défini dans les règles ou les normes de certification. Donc il y a un certain nombre de pièces dont on ne saurait souffrir la perte. Parce que si cette pièce est perdue, on peut immédiatement considérer qu'il y aura une issue fatale pour la machine. Cette biellette-là fait partie de cette catégorie de pièces. Vu qu'il démonte le moteur et tout ça, à un moment donné, un mécanicien va déposer cette pièce. Il va l'enlever. Par la suite, vers la fin de la maintenance, il va la remettre en place. Elle est mise en place comment ? Elle est mise en place selon un standard qui est défini par les règles de certification. Alors, il y a une tige filetée et on va visser dessus une sorte d'écrou. Alors, c'est un écrou
en anglais, on appelle ça un écrou château, si vous voulez. Il a, sur sa tête, il a on pourrait dire des verres ou une sorte de créneau, hein, un petit peu comme on verrait sur une tour d'un château. Et il a à l'intérieur, c'est un écrou autobloquant. Donc à l'intérieur, il a une sorte de joint en caoutchouc. Donc, comment il fonctionne? Il faut le serrer. Normalement, c'est des écrous relativement lourds à cause du joint en caoutchouc. Ils sont autobloquants pour cette raison. On ne peut pas les ouvrir ou les fermer à la main. Il faut une clé. On les ferme, on les ferme, on les ferme. Et quand on les ferme complètement, que se passe-t-il? Le joint qu'il y a à l'intérieur, par sa compression lors de la fermeture, va créer une pression ou une friction avec la tige filetée, de sorte que les vibrations ne pourront pas ouvrir cet écrou-là. Cet écrou, même avec les vibrations de la machine, il ne pourra jamais tournoyer sur lui-même et remonter la tige filetée. Néanmoins, ça c'est l'alinéa A. L'alinéa B de la règle de certification en question dit que pour les pièces critiques, et celle-ci est critique, il faut un deuxième mécanisme de blocage qui ne soit pas à friction. Parce que là, on a un mécanisme à friction. Il faut un deuxième mécanisme. Qu'est-ce qu'il a prévu, le constructeur, pour passer l'audit? Il a prévu une goupille. C'est une goupille, donc il y a un trou dans la tige filetée. Quand on a fermé cet écrou, entre les dents, c'est pour ça qu'il a des dents comme ceci, hein, il a des dents comme ça, et donc on fait passer à travers les dents et dans la tige filetée une goupille en métal, et après on tord les pattes de la goupille en métal, de sorte que cet écrou ne pourra jamais tourner et s'ouvrir. Tous les écrous dans un avion sont soit auto-bloquants, soit ils sont auto-bloquants et ils ont une goupille, soit le plus souvent ils ont un trou dans leur masse et là-dedans on fait passer un fil de fer qui est tordu puis qui est attaché à la structure ou autre pour empêcher justement l'ouverture sous l'effet des vibrations. Maintenant, voici le process qui a été adopté. C'est que le mécanicien, une fois qu'il a décidé de remonter la pièce, il a pris l'écrou auto-bloquant qu'il avait retiré précédemment et il a décidé de le réutiliser. Ce n'est pas le fait d'une initiative personnelle, ce n'est pas le fait d'un égarement. C'est un process qui était validé, y compris par le constructeur, qui disait « Oui, on peut réutiliser les écrous, mais il faut vérifier qu'ils soient en bon état, comme si ceci en soi, comme ça, voulait dire quelque chose. » Les mécanos étaient tous d'accord, il y avait un consensus que si on peut le serrer à la main, c'est qu'il faut le remplacer. Le constructeur disait qu'il faut une clé dynamométrique et puis tester. Mais en réalité, quand on regarde ce process, il est fondamentalement foireux. Parce que, vu qu'on a une pièce catastrophique, dont la perte, c'est une pièce critique, dont la perte serait catastrophique, ça veut dire en clair qu'elle causera la perte de l'appareil et la mort des occupants. On pourrait imaginer un process qui dise que pour ces pièces-là, on ne parle pas ici d'une garniture cosmétique dans la cabine, on peut se dire que pour ces pièces-là, on a par exemple des écrous ou des boulons ou autres systèmes de rétention qui sont peut-être colorés en rouge ou autre, et quand on les enlève, ben on les jette à la poubelle. Vu le risque encouru pour les vies humaines, vu le risque encouru pour la propriété, la valeur de l'hélico et les dégâts que potentiellement il peut causer, allons-nous chipoter sur un écrou qui peut coûter moins qu'un paquet de cigarettes, littéralement. Donc, le technicien va remettre l'écrou. À son jugement, il est valide, il est OK. Il le remet, il le ferme, et au passage, il oublie d'installer la goupille. Hein, il est crevé, il est fatigué, il dort mal, il travaille de longues heures, la pression opérationnelle est très lourde sur les techniciens, il faut que
les maintenances avancent parce que il y a un calendrier très chargé. Si on perd du temps aujourd'hui puis qu'une machine n'est pas prête aujourd'hui, demain matin elle pourra pas faire les vols pour lesquels elle est programmée. Donc il faut avancer quand même. Une fois qu'il a fini le travail, il appelle le superviseur. Le superviseur arrive, regarde, ne trouve rien à redire. De toute façon, le superviseur n'aurait pas pu juger à ce stade de la qualité de l'écrou. Parce que écrou neuf, en bon état ou mauvais état, une fois qu'ils sont installés, ils ont exactement la même tête, la même apparence. Donc, à ce stade, il jette un coup d'œil. Question, l'écrou est là. C'est bien. La goupille qu'il retient n'est pas là. Il ne va pas l'avoir. Donc, en fait, le constructeur et la compagnie ont mis littéralement deux barrières techniques. Un écrou autobloquant et une goupille. Il y a aussi deux barrières humaines. Il y en a un qui travaille sur la chose, il y a un autre qui valide son travail. Mais finalement, les 4 barrières vont sauter ce jour-là, les unes après les autres. Tac, 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 tac. Le superviseur jette un coup d'œil, regarde, il n'a rien à redire, bon, il valide et signe, l'hélico est prêt pour être opérationnel. Il faut juste un détail, le lendemain matin on le fera, il y a un pilote qui va venir faire un petit tour avec. Le matin, un pilote arrive, fait le tour de la machine, il sait qu'elle a subi une maintenance majeure, l'écrou est visible depuis dehors, ce système qui s'accroche au rotor, n'est pas sous un carénage, il est visible. Donc il jette un coup d'œil, regarde, trouve que tout est normal, il démarre la turbine, va faire un tour, revient, tout est normal, la machine est prête pour être utilisée avec des clients. Durant la journée, l'hélico va faire plusieurs rotations. Il va partir, revenir, avec plein de touristes qui ne trouvent vraiment rien à redire. Il est confortable, le pilote est très soigneux, il fait attention, tout ça, donc il n'y a pas de problème. En fin de journée, le 6 décembre, la journée, donc le lendemain, on est au lendemain de cette lourde maintenance, mais on est en fin de journée. 16h30, l'hélico décolle pour un tour qu'il fait chaque jour vers le barrage de Hoover, qui est un tour pour que les gens puissent aller voir le coucher du soleil. Le coucher du soleil dans la région est magnifique. Il y a ce barrage, et puis il y a ces gorges, ces canyons, et puis au fond, sur le désert et tout ça, il y a un soleil qui est très beau, qui éclaire la scène avec une lumière très particulière. Dans l'hélico, on a un pilote, 31 ans, il a une licence d'instructeur, il est connu pour être méticuleux, pour être carré, il vole selon les procédures, tout ça, jamais de prise de risque inutile, rien du tout. Avec lui, il y a 4 clients. Il y a un couple de jeunes indiens qui sont là pour leur lune de miel. Et ils veulent justement agrémenter ce voyage par un tour en hélico qui coûte quelques centaines de dollars. Avec eux aussi, il y a un autre couple. Ce couple, ce sont des Américains. Américains qui sont en train de célébrer leur noces d'argent. 25 ans de mariage. Ils sont plus âgés, ceux-là. L'hélicoptère décolle de l'aéroport de McCarran, va suivre un chemin vers l'est pour aller donc survoler le désert et aller vers le barrage. Et à un moment donné, en fait, ce qui s'était passé toute la journée, c'est que le petit écrou qui retenait cette biellette, eh bien, il était déjà entamé, le caoutchouc qui avait été serré, puis qui avait subi le soleil, qui avait subi le froid, qui avait subi des vibrations. Eh bien, ce caoutchouc n'était plus frais. Le fait est qu'il ne tenait pas du tout. Ça veut dire que c'était juste un écrou qui était placé, mais il n'y avait aucune rétention. Comme la petite goupille n'avait pas été placée, si elle avait été placée, malgré le pourrissement de l'écrou, cette histoire ne serait jamais arrivée. Mais voilà. L'écrou, toute la journée, durant le vol de test et les autres vols faits avec des touristes, était en train de tourner. À chaque fois, il faisait des révolutions, des révolutions, des révolutions.
et il s'approchait de la fin de la tige filetée. Lors de ce décollage à 16h30, l'écrou probablement était déjà à moitié dehors. Même si, sur le plan de l'hélicoptère, il n'y a aucune anomalie, la machine vole normalement, eh bien, cette biellette critique ne tient que par un fil. À un moment donné, alors qu'ils sont en train de survoler une zone ultra désertique, là, l'écrou saute, part avec la rondelle, et puis, sur ce, le bras se sépare. Cette petite biellette qui tient le rotor, qui contrôle le rotor vers l'avant et vers le bas, elle part. Sur ce, le rotor se cabre. Donc le rotor se cabre. Et l'effet, en réalité, c'est comme si le pilote avait, à un moment donné, pris le manche et tiré complètement. Et donc, l'hélico va se cabrer. Il prendra 600 pieds d'altitude dans les fractions de seconde. Il est observé au radar. Les contrôleurs qui ont l'habitude de voir cet hélico faire des allers-retours, ils savent ce qu'il fait. Cette compagnie existe depuis 1985 et elle vend ses tours. Donc, à McCarran, les contrôleurs savent exactement où va chaque hélicoptère, par habitude. Ils ne comprennent pas qu'il est en train de faire une trajectoire bizarre. Ils le voient monter, puis redescendre, et pendant une minute, il va zigzaguer, il va prendre un virage à gauche à 90 degrés, il va faire un peu n'importe quoi, et après, il va disparaître des radars. La zone est extrêmement accidentée, très difficile d'accès. Le NTSB, quand il arrivera sur place, il doit demander l'aide des rangers locaux qui, eux, ont l'habitude d'aller sur ce terrain hostile. Et il va accompagner les fonctionnaires du NTSB pour aller sur site et essayer de comprendre. Les 5 personnes, bien sûr, sont décédées. On récupérera d'ailleurs, parce qu'il y a eu un incendie après l'impact qui s'est fait à une très forte vitesse, on récupérera presque une trentaine de kilos de métal fondu. Ça vous donne une idée assez juste de la force de l'incendie qui s'est déclaré après l'accident. Le NTSB font quelque chose quand ils arrivent sur site, surtout sur des petites machines, sur des machines comme des hélicos, ou bien des avions hélices et tout ça. Ils font ce qu'on appelle des tests de continuité. Ça veut dire que ils vont essayer, malgré que tout est en vrac, ils vont essayer, avant de toucher à quoi que ce soit, de suivre les câbles, de suivre tous les renvois, les poulies, pour essayer de comprendre s'il y a une continuité sur les commandes de vol, que ce soit sur un avion ou sur un hélicoptère. Bien sûr, celles-ci seront cassées, seront détruites, seront tordues, mais ils arrivent à distinguer de la casse qui est arrivée avant l'accident et de la casse qui est arrivée après, suite à l'impact avec le sol. Là, quand ils regardent au niveau du rotor, ils trouvent qu'il y a 3 biellettes, effectivement, c'est ce qu'on attend, il y a 3 biellettes. Il y en a 2 qui, malgré qu'elles sont brûlées, tordues, tout ce qu'on veut, elles sont toujours là avec chacune des écrous et des goupilles. Ce système-là ne peut pas se séparer lors d'un crash. Il peut toujours se casser, se tordre, le caoutchouc peut fondre sous l'effet de l'incendie et tout. Mais ce système qui est fait d'acier, couvert d'un alliage de cadmium et tout ça, ne va pas fondre. Par contre, la 3e biellette, elle est sortie de son logement. Il n'y a ni écrou, ni le mécanisme de rétention. C'est donc la goupille. Très rapidement, ils sont sur une piste. Perte de contrôle. On voit bien que l'hélico était incontrôlable. Regarde la documentation. Il parle à Eurocopter, le constructeur. Et là, c'est évident. Le constructeur dit que si cette biellette n'est pas attachée, le pilote ne peut rien faire. C'est pas une question d'habilité ou de motivation ou de maîtrise. Si cette biellette saute, l'hélicoptère va au sol. Garantie. Perte de contrôle, il ira dans tous les sens. Et puis, au bout d'un moment, il finira au sol. C'est ce qui est arrivé, effectivement, ce jour-là, en causant la mort de 5 personnes. Le NTSB va débarquer, bien entendu, chez Sundance, qui sont sous le choc, d'autant plus que des années auparavant, ils avaient eu un drame où 6 personnes étaient décédées lorsqu'un hélicoptère a décidé de voler à l'intérieur d'un canyon, ce que les pilotes faisaient assez régulièrement pour impressionner les clients et pour
quelque part leur ont donné pour leur argent, parce que c'est un peu pour ça qu'ils sont là. Et l'hélico s'était approché trop près d'un canyon, a tapé le rotor, puis il est tombé au fond du canyon, tuant tout le monde. Depuis, Sundance sont devenus extrêmement stricts. Ils disaient, on veut pas de vol adrénaline, on vous dit exactement quoi faire, vous suivez exactement les procédures qu'on publie, si vous sortez de ça, on vous vire dans la journée. Et c'était très clair pour tous les pilotes que le moindre écart, c'était tu passes à la caisse, on te donne ton fric et tu pars. Ils ont voulu, quelque part, améliorer la sécurité de cette manière-là. Et sur le plan de la gestion des vols était irréprochable. Par contre, sur la mécanique, c'est autre chose. Ils ont pris les autres hélicos restants, les hélicos survivants, ils en ont 22, là ils en ont 21. Ils ont commencé à regarder un petit peu au niveau des attaches des rotors et au niveau donc de ces biellettes et des écrous à friction. Ils les démontent et ils regardent. Et ils vont trouver que 50% des écrous, la moitié, eh bien, n'étaient pas conformes. Certains on pouvait les dévisser à la main, ou certains, les mesures dynamométriques ont montré que de toute façon, ils n'auraient jamais supporté les contraintes qu'il y a en vol. Et que si ces hélicos ne se sont pas écrasés, c'est tout simplement parce qu'il y avait une goupille qui était mise en place comme elle doit l'être. Mais la vérité est que le système, normalement, doit tourner, ici, sur les règles de certification, doit tourner avec 2 barrières de sécurité. L'écrou de lui-même doit pouvoir tenir sans s'ouvrir, même si la goupille n'est pas là. La goupille vient rajouter de la sécurité. Elle vient pas empêcher l'écrou de tourner. L'écrou ne tourne pas et n'est pas dépendant de la goupille. Mais c'est juste une sécurité supplémentaire eu égard à l'importance du mécanisme. Ils ont vu que dans la moitié des hélicos, les écrous, ils pouvaient tourner, puis c'est juste la goupille qui les bloquait, qui les empêchait de partir. Donc, vu que ce système était assez courant, eh bien, il a suffi qu'un jour on oublie la goupille, parce que finalement, le système ne tournait pas avec 2 niveaux de protection, mais il tournait avec un seul. La goupille était super critique maintenant. L'écrou ne servait plus à rien. Il a suffi qu'un jour on oublie la goupille, et que vu, la fatigue, tout ça, personne ne l'a vu, eh bien, on a fini avec l'issue catastrophique que tout le monde cherchait à éviter. Par la suite, chez Sundance, le processus a été changé. Ils ont appris. Pour les pièces critiques, quand on retire les écrous, eh bien on les jette à la poubelle. C'est fini. On se pose même pas la question est-ce que oui ou non on les remet. Du moment qu'on les enlève, et on les enlève pas tous les jours de toute manière, on les remet plus, on prend d'autres, et on va les mettre en place. L'année d'après cet accident, nous sommes en 2011, lors de cet accident, l'année d'après, la compagnie a été rachetée par une autre boîte, mais elle a fermé en 2020 suite à des histoires liées au Covid, il n'y avait plus de tourisme, il n'y avait plus rien. Elle battait de l'aile, même si c'est une compagnie d'hélico, elle battait de l'aile depuis longtemps financièrement, d'autant plus que en 2014, un jury va condamner la compagnie à payer 16 millions de dollars aux familles, aux ayants droit des personnes décédées, parce que la compagnie a eu beau se débattre devant les tribunaux, elle ne pouvait pas échapper à l'accusation de négligence, qui était clairement sur la table, qui était facilement démontrable pour les avocats des parties civiles, et donc ils ont dû payer 16 millions de dollars, qui probablement a été prise en charge par leur assurance. En tout cas, merci mes amis d'avoir suivi cette vidéo. Et si on peut dire quelque chose par rapport à ceux qui ont peur de ce genre de machine, quand vous êtes en voyage, que vous soyez en voyage aux États-Unis, en Égypte ou en Suisse, évitez ces attractions aériennes pour touristes. Évitez, parce que tout simplement, il y a du bon, il y a du mauvais là-dedans. Mais en tant que touriste, vous ne pouvez pas savoir. Donc, zéro confiance, évitez les ballons, les hélicos, les dirigeables, les fusées et des trucs similaires. Voilà mes amis, à très bientôt.